Bonjour à tous, il est 8h10 et ce matin, dans cette matinale, alors que le printemps est propice au grand ménage, à la préparation de déménagement, je vous propose avec notre grand invité de réfléchir à la relation que nous entretenons avec notre maison et à la façon que nous avons d'habiter le monde. Notre grand invité a pendant 4 ans parcouru le monde en globe-trotteur philosophe pour rencontrer des populations qui habitent différemment notre planète, mais dont le mode de vie, les préoccupations résonnent avec nos problématiques occidentales. Philippe Simet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc philosophe et vous vous intéressez à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Habiter le monde, c'est le titre d'une série diffusée sur Arte, qui est devenue un livre chez Actes Sud. Dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu es. Nos maisons disent beaucoup de nous, c'est un peu le fil rouge de votre travail? Oui, les maisons racontent notre mode de vie, notre façon d'habiter, pas simplement d'ailleurs à l'intérieur, hein, mais aussi notre relation à l'extérieur, notre relation aux autres, notre relation à la ville ou à la nature ou au contexte dans son sens le plus étendu. Et c'est ce qui m'intéressait de montrer, de faire découvrir, parce qu'on est à un moment où exactement comme la biodiversité qui est en train de disparaître, il y a une standardisation des modes de vie, il y a une homogénéisation des modes de construction. Et moi, je crois que, voilà, comme la diversité du vivant a une valeur intrinsèque, la diversité des formes d'habitat et des manières d'habiter, ça a une valeur culturelle intrinsèque. Philippe Simet, les gens ouvrent facilement leur maison ou là, on rentre dans l'intimité et c'est compliqué, il faut faire preuve de beaucoup de diplomatie? Non, c'est pas compliqué. Et c'est une des choses qui m'a le plus étonné. C'est vrai qu'en commençant cette série, j'avais des petites appréhensions en me disant mais quelle va être ma capacité, moi qui suis un universitaire, d'aller voilà, au-devant des autres, de les rencontrer, de les faire parler sur justement ce domaine qui relève de l'intime. Et en fait, habiter est une des choses les plus aisément partagées dans le monde. Tout le monde habite, tous les hommes habitent, d'une manière ou d'une autre, ils habitent. Et donc, ils sont en prise directe avec cette expérience-là. Et à partir du thème de la maison, les gens se racontent facilement? Oui, les gens parlent de... En fait, ils parlent de tout. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'à travers cette question de l'habitat, on arrive vite à l'habiter, c'est-à-dire on sort vite de la maison. Et en sortant de la maison, on aborde toutes les questions de société, mais aussi des questions politiques, des questions économiques, des questions religieuses, des questions de genre. Et c'est ça qui est vraiment fascinant et stimulant. Alors on va repartir du début. Oui. Partout où vous avez été, habiter, c'est d'abord avoir un toit sur la tête, se protéger des intempéries, être hors d'eau, hors d'air, comme on dirait chez nous? Oui, mais... Oui, bien sûr, ça part tout le temps de la maison, mais une des choses finalement que je retiens de toute cette aventure, c'est que c'est peut-être nous qui sommes vraiment centrés sur la question de l'intériorité. Qui pensons que habiter, ça se réduit à l'habitat et que l'habitat, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Dans beaucoup de sociétés, lorsque vous leur demandez comment est-ce que tu habites, comment est-ce que tu vis là, finalement, on va plutôt parler du dehors que du dedans. L'habitat, la maison, c'est pas forcément le lieu de l'intimité, le lieu où on fait famille? C'est le lieu de l'intimité, mais finalement, les enjeux autour de qu'est-ce que c'est qu'habiter se situe aussi beaucoup au dehors, par exemple dans les modes de construction ou dans des formes d'organisation spatiale et sociale. La maison n'est pas une entité, c'est pas un empire dans un empire, une entité qui est repliée sur elle-même, elle est connectée à beaucoup d'autres choses. Donc ces questions de l'intime, elles sont toujours traversées par tout un tas d'autres questions. Et ça, c'est différent de notre façon à nous d'habiter, ou qui est quand même fondée sur une sorte de repli. Philippe Simet, vous enseignez à l'École nationale d'architecture, je crois, mais votre travail n'est pas qu'une simple réflexion sur l'architecture, hein, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Ce ne sont pas tant les prouesses, l'ingéniosité humaine qui vous intéressent, mais bien plus comment on se partage l'espace aujourd'hui, c'est ça? Oui, je crois que... je pense que dans nos sociétés occidentales, il y a eu un appauvrissement de ce que c'est que l'architecture, parce que on voit l'architecture
l'architecture souvent, on réduit l'architecture à son statut d'objet. Alors que finalement, ce qui est intéressant, c'est le processus, de quelle manière on construit, quels sont les matériaux, quels sont les savoir-faire, quelles sont les personnes qui sont réunies autour de tout ça, et comment s'opèrent là-dedans des formes de partage. Donc ça, c'est un des points, si vous voulez, sur lesquels j'insiste le plus, y compris dans mon enseignement. Et puis, dans la série, moi j'avais vraiment à cœur de montrer, et dans le livre aussi, hein, et peut-être plus dans le livre d'ailleurs, que habiter, c'est pas simplement se trouver dans un espace. Habiter, c'est plutôt apprendre à partager l'espace. Et ça, c'est vraiment une question qu'on est obligé de se poser aujourd'hui en Europe ou en Amérique du Nord, face à la destruction des écosystèmes, et face aussi à finalement la place qu'a l'industrie du bâtiment et de l'habitat dans la destruction de cet écosystème. C'est-à-dire qu'on se focalise souvent sur les grandes industries, les industries polluantes, mais finalement l'industrie du bâtiment, dans toute la transformation, le béton, etc., ça a un impact désastreux sur les écosystèmes. Donc pour moi, il y avait vraiment une nécessité à re-questionner tout ça et à montrer que derrière cette question de l'habitat, il y avait l'habiter, et que l'habiter, c'est une réflexion sur la façon dont on s'inscrit dans le monde. La question de notre relation à la nature, elle est très présente dans votre travail. Pour beaucoup de populations que vous avez rencontrées, la question du réchauffement climatique, de l'épuisement des ressources sont très présents quand on parle de la maison. Oui, c'est des questions qui sont centrales, et c'est assez stupéfiant de voir la clairvoyance, la pertinence des positions, des propositions, des réflexions de tout un tas de personnes dans le monde qui vivent dans des habitats qui semblent beaucoup plus précaires que les nôtres. Finalement, par exemple, quand j'étais en Bolivie, je suis allé dans les hauts plateaux, pas loin du lac Titicaca, et là j'étais chez des Indiens, les Chipayas, dont la terre est empoisonnée par le sel. Finalement, paradoxalement, c'est là où la nature est la moins prodigue qu'on la respecte le plus. C'est là où finalement les ressources sont les plus rares, qu'on prend conscience de leur vulnérabilité et de la nécessité de les protéger. De la même manière, quand je suis allé dans de l'habitat informel ou dans des bidonvilles, c'est là où les formes de solidarité sont les plus vivaces. Donc finalement, notre richesse, elle nous aveugle aussi, elle nous rend incapables de comprendre la nécessité de partager et de prendre soin de ressources de plus en plus fragiles. Nous avons à apprendre, nous, occidentaux, de ces populations qui vivent de façon peut-être plus proche de la nature, ou qui vivent dans beaucoup plus de simplicité. C'est tout l'intérêt, finalement. Les autres nous tendent toujours un miroir dans lequel on vient soi-même se réfléchir. C'est dans le fond le travail de l'écriture, de l'histoire, c'est le travail de l'ethnologie, c'est le travail de la philosophie. Vous regardez le fait d'habiter différemment depuis que vous avez rencontré. Vous êtes allé vraiment un peu partout, dans des lieux très très reculés. Oui, je regarde différemment, mais en même temps, c'était là au départ, parce que ce qui a présidé un peu cette série, c'est le sentiment, que ça, pour moi, ça pouvait plus continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je savais plus quoi dire à mes étudiants, je savais plus quoi dire à mes enfants, et on est dans une impasse dans nos façons d'habiter ici en Europe. Il va nous falloir apprendre à habiter autrement. On est dans l'obligation. Qu'est-ce qu'on doit absolue. changer? Qu'est-ce qu'on doit changer? On doit changer beaucoup de choses. On doit réfléchir sur la façon dont on construit. Et donc, bien évidemment, la façon dont on produit aujourd'hui le bâtiment en Europe, elle est consommatrice de ressources et destructrice des écosystèmes. Alors on parle beaucoup de consommation d'énergie, mais même dans les matériaux aussi. Oui, dans les matériaux, il faut utiliser des matériaux biosourcés, il faut utiliser des matériaux géosourcés. Donc on peut construire en paille, on peut construire en terre, et on ne construit pas des cahutes, on peut construire des habitats tout à fait contemporains, avec une esthétique contemporaine dans ces matériaux-là. Et ce qui est intéressant, c'est pas simplement le bâtiment, c'est que quand on construit en paille, quand on est par exemple dans des filières de réemploi,
on est obligé de s'intéresser où est l'offre, où sont les matériaux qu'on peut récupérer, qui les demande, et donc il y a toute une dimension humaine, il y a toute une dimension sociale qu'on peut réintroduire dans l'architecture. C'est-à-dire que l'habitat, ça peut être le lieu d'un concernement sur notre environnement. Et ça, pour moi, c'est fondamental parce que, vous voyez, hier, il y a eu un rapport sur la biodiversité, 1800 pages. Bon, chaque mois, chaque année, on est informé des désastres écologiques qui sont à l'œuvre. Et en même temps, on voit qu'on a des difficultés à passer à l'action. Donc, ce n'est pas un problème de connaissance, c'est un problème de connexion. Et je crois que nous, on a besoin de se reconnecter avec notre environnement, on a besoin de se reconnecter avec les autres pour que ça devienne une réalité pratique dans notre vie. Dans toutes les communautés que vous avez visitées à travers le monde, il y a des inquiétudes, il y a à la fois des savoir-faire et des modes de vie qui sont menacés. Ah oui, ils sont menacés parce que, comme je vous le disais au départ, il y a une standardisation des façons de construire. Et bien évidemment, nous, on a intérêt, pour des raisons économiques, d'exporter aussi nos façons de construire. Donc il y a une destruction ou un appauvrissement de la diversité culturelle dans les modes de construction. Mais bien évidemment, toutes ces sociétés qui construisent avec par exemple des végétaux, le bambou en Arunachal Pradesh, là où je suis allé, mais bon, dans beaucoup d'autres endroits du monde, à un moment donné, si cette ressource disparaît, ces modes de construction disparaissent et toute la dimension culturelle de ces modes de vie va aussi disparaître. Philippe Simet, nous sommes dans un monde où beaucoup n'ont pas de chez soi, n'ont pas de chez eux, du fait de la guerre, du fait de la pauvreté, ils sont obligés de quitter leur maison. Ça aussi, ça interroge la façon d'habiter ? Oui, pour moi, c'est une question qui est fondamentale. Je crois que on est obligé de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire avoir un chez-soi, qu'est-ce que ça veut dire avoir une place. Je crois que nous, on pense que notre place, elle est acquise. Voilà. Et on ne la remet pas en question. On a cette certitude-là d'avoir une place. Beaucoup d'entre nous sont certains d'avoir une place. Et on vit dans un monde où finalement de plus en plus de personnes n'ont plus leur place. Donc moi, j'en suis arrivé à la conclusion que finalement, pour avoir une place, on est obligé de donner une place. Si on veut trouver sa place, c'est plus en la donnant qu'en la revendiquant ou qu'en l'accaparant. Je crois qu'on est obligé de s'interroger sur ce qui fait la richesse d'une nation. La richesse d'une nation, ce n'est pas son droit à exploiter infiniment les ressources, c'est sa capacité à en prendre soin et à les partager avec les autres. Philippe Simet, vous partez sillonner la planète, mais vous revenez régulièrement en France. Quand vous regardez l'habitat en France, quand vous regardez la façon d'habiter en France, comment vous l'analysez ? De façon ambivalente. D'un côté, on est toujours dans des façons de construire qui sont tout à fait préjudiciables parce qu'elles reposent sur des matériaux qui ne sont pas des matériaux durables. Elles reposent aussi sur le désir de l'habitat individuel, de l'étalement urbain qui est tellement destructeur, si vous voulez, du territoire. Donc il faut repenser la façon dont on habite en France. Enfin, il faut repenser le statut de la maison individuelle. Il faut repenser comment on peut vivre collectivement, comment on peut penser la densité urbaine, mais de façon durable, avec tout un tas d'autres matériaux dont on a parlé à l'instant. Et en même temps, ce qui me rassure profondément, et je le vois avec mes étudiants, c'est que beaucoup de jeunes veulent autre chose. Voilà, ils veulent autre chose. Ils veulent réinventer la façon dont ils habitent. Ils veulent réinventer la façon dont ils construisent. Ils veulent peut-être, et ça m'intéresse beaucoup, j'ai beaucoup d'étudiants architectes qui ne cherchent même pas à construire. C'est-à-dire qu'ils pensent que leur travail d'architecte, c'est d'organiser la façon dont on va vivre ensemble, mais pas forcément de produire un bâtiment en dur. Avec leur nom dessus. Avec leur nom dessus, avec la belle signature. Et ça me réjouit profondément. Donc je crois qu'il y a des changements qui sont à l'œuvre dans nos territoires. Et aussi une des choses que je trouve les plus enthousiasmantes, c'est que aujourd'hui, chacun revendique son droit à la ville. C'est-à-dire chacun revendique son droit à produire l'espace, à être concerté, à participer à ces transformations. Ce n'est pas des questions qui sont éloignées. Philippe Simet, ce qui m'a marqué aussi dans les différents documentaires que vous avez pu produire, c'est la place
du spirituel dans les maisons, du symbolique. Est-ce que c'est quelque chose que nous, en Occident, on a oublié? Ah oui, ça on l'a définitivement oublié. Ça aussi, c'est une des choses qui me réjouit le plus, c'est-à-dire, bien évidemment, beaucoup d'entre nous, quand on est confronté à ces situations-là, je veux dire, de sociétés qui mettent énormément de symboles ou de dimensions religieuses dans l'habitat, on peut y être plus ou moins sensible, mais en même temps, c'est une façon très forte de donner du sens à son habitat, de donner du sens à la manière dont on vit. Et de discuter de ce sens-là avec les autres. Donc, quel que soit le degré de proximité qu'on peut avoir avec ça, et des fois, moi, je me suis retrouvé dans des situations d'étrangeté, d'autres fois, voilà, c'est des choses dont je me sentais très proche, mais à chaque fois, voilà, il y a une manière de nourrir cette question de l'habitat, et ça, on en a dramatiquement besoin. Philippe Simet, dernière question, rapidement. Oui. Votre maison, elle ressemble à quoi? Ah, c'est un habitat haussmannien, très... Typiquement parisien. Typiquement parisien, mais en même temps, ce qui m'intéresse, c'est la durabilité de cet habitat finalement. L'habitat haussmannien, il a eu cette capacité à traverser les époques et à garder sa vivacité. Merci beaucoup Philippe Simet d'avoir été notre grand invité. Je rappelle ce livre, ce beau livre, Habiter le monde, c'est publié aux éditions Actes Sud.